Alors, voici comment ça s'est passé. Il faut voir les choses dans le temps. C'est le fameux procès de 1983 qui les a affolés. Et j'ai oublié de vous rapporter les mots exacts de la Cour. C'était pas tout le monde a le droit de dire que les chambres à gaz n'ont pas existé. C'était en conclusion, puisqu'il n'y avait ni légèreté, ni mensonge, ni rien du tout, la valeur des conclusions défendues par M. Forisson relève donc... L'enseignant de lettres Robert Forisson, préoccupé d'abord par la critique des œuvres de Rimbaud et Lautréamont, est aujourd'hui l'un des chefs de file du courant révisionniste. DONC, très important, relève donc de la seule appréciation des experts, des historiens et du public. C'est une façon alambiquée de dire, vous avez le droit de dire ce que dit Forisson. Alors ils ont été affolés et ils ont dit, il faut une loi spéciale. C'est Fabius qui a pris la tête de cette campagne, on ne le dit pas, c'est Fabius, j'ai tous les éléments, et qui s'est battu pendant des années, et qui enfin, grâce à un scandale développé autour de l'affaire de Carpentras, dans l'émotion, a réussi à faire voter à la majorité, mais pas du tout à l'unanimité, cette loi. Loi Guessot ou pas, la phrase horrible de Jean-Marie Le Pen, les chambres à gaz sont un détail de l'histoire, ne relève pas des tribunaux. Voilà, c'est tout. Pour moi, ça ne relève pas des tribunaux. C'est pas une phrase de recherche. Je sais ce qu'il veut dire. Tout le monde sait ce qu'il veut dire. Tout le monde sait ce qu'il veut dire. Mais on peut dire, voilà, on peut dire. Il y a eu 50 millions de morts. Là, il y en a eu 3 ou 4 millions dans les chambres à gaz. C'est un détail. On peut le dire. Oui, c'est horrible à entendre. Mais évidemment, la liberté d'expression, malheureusement, c'est aussi pour les autres. C'est donc faire l'épreuve de tout ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Et ça doit faire même partie des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, parce que ce n'est pas la négation d'une vérité factuelle, c'est une appréciation. Alors, la porte, évidemment, est ouverte. Vous devez avoir, je l'ignore, mais chacun d'entre vous doit le savoir, vous devez avoir sous le coude des projets qui se mûrissent évidemment sur la Vendée, évidemment sur la Saint-Barthélemy, probablement sur les croisades, et s'il y avait des groupes intelligents, pardon ? Sur l'Ukraine, ça paraît évident. Alors, si la France doit s'ériger non seulement en culpabilisation générale de son propre passé, mais en juge de la conscience universelle du monde, alors sur l'Amérique, sur les Indiens, allez-y, allons-y gaiement. Et il est évident que les inconvénients, la gravité d'une sorte de généralisation de la diabolisation de l'histoire du passé est impossible, est très grave, et qu'il faut évidemment arrêter cette terrible dérive. L'historienne Annie Lacroix-Rize est spécialiste des relations internationales. Elle a notamment étudié les stratégies des classes dirigeantes qui ont mené aux 2 conflits mondiaux. Alors que je trouve que Noam Chomsky fait des analyses très intéressantes de l'impérialisme américain, j'étais très choqué par l'intervention de Chomsky sur le terrain de la libre diffusion des thèses négationnistes. Alors, c'est vrai que, après tout, c'est un débat, c'est-à-dire que Chomsky part du principe qu'il faut laisser la parole se diffuser.
laisser la parole se diffuser, c'est bien joli, mais laisser le mensonge institutionnalisé, et surtout des organisations fascistes de plus en plus puissantes, elles l'étaient déjà quand la loi Guesso a été adoptée, intervenir à tout bout de champ pour expliquer que on n'avait pas eu que les Allemands n'avaient pas eu d'intention ni de réalisation génocidaire. Voilà. Je n'ai pas imaginé à l'époque qu'il pût être question de porter atteinte à la recherche historique et à la diffusion de la recherche historique, parce que on frappait de peine, et notamment de peine financière, les gens qui déclaraient qu'on n'avait pas fabriqué de chambres à gaz, ou qu'on n'avait pas fabriqué de chambres à gaz destinées à gazer les Juifs et les tziganes dans les camps d'extermination. Jean Bricmont est docteur en sciences. Figure du mouvement anti-impérialiste, il est l'auteur de nombreuses publications concernant le droit international et la liberté d'expression. Évidemment, déjà lors de l'affaire Forisson, qui est avant la loi Guesso c'est 90 et l'affaire Forisson c'est 80. Et déjà à ce moment-là, où il est poursuivi pour délit d'opinion, Chomsky par exemple fait remarquer qu'on ouvre une boîte de Pandore qui se confirme par la suite, puisque après la loi Guesso, il y a la loi mémorielle, alors il va y avoir le génocide arménien, rwandais, etc. Il y a des événements historiques spécifiques qui sont reconnus par le Parlement français comme ayant existé. Mais on se demande pourquoi ils se limitent, pourquoi ils n'écrivent pas une encyclopédie de l'histoire universelle qui détermine ce qui s'est passé dans la guerre sino-japonaise ou dans la guerre germano-soviétique, etc. Pourquoi ils ne font pas des lois, ou au Congo belge, je ne sais pas, ou en Algérie française, tant qu'on y est, pourquoi ils ne font pas des lois qui décident toute l'histoire, pourquoi ils ne font pas une encyclopédie, où est-ce qu'ils s'arrêtent? Et ça, c'est tout le problème, évidemment, qu'à partir du moment où on autorise le législateur à dire ce qui est vrai en histoire, ce qui est intangible, ce qui ne peut pas être contesté, etc. Alors on dit pourquoi vous arrêtez là, pourquoi il y a d'autres faits historiques qui sont bien établis, pourquoi vous ne faites pas une histoire officielle de la Vendée, ou je ne sais pas quoi. Et donc, il y a un problème de cohérence logique dans le droit, et ça, évidemment, ils ont effectivement ouvert une boîte de Pandore. Jacob Cohen a enseigné à la faculté de droit de Casablanca. Auteur de plusieurs romans, il est également connu pour son combat antisioniste. C'est le seul fait historique, le seul au monde, qui bénéficie de cette loi, qui bénéficie entre guillemets. C'est vrai. On peut dire que la Révolution française n'a jamais existé, on ne va pas me poursuivre. Je peux dire que les peuples indiens n'ont pas été exterminés, pas du tout. Voilà. Donc c'est le seul fait de l'histoire qui est protégé par une... Pas qui est protégé, c'est-à-dire dont l'interprétation a été fixée une bonne fois pour toutes, et que la loi empêche de contester ou d'interpréter différemment. C'est que beaucoup de personnes pensent que si on protège de cette manière, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est-à-dire qu'il y a probablement, c'est pas 6 millions, c'est peut-être 3. Enfin, en tout cas, on commence à remettre en question. Et moi, je crains le moment où les pouvoirs en place ne pouvant plus résister à la montée de la contestation, eh ben, cette loi, il y aura une vague, à la limite même le fait historique qui est incontestable du génocide juif sera remis en question. Enseignant et politologue états-unien, fils de survivants du ghetto de Varsovie, Norman Finkelstein est connu pour son ouvrage « L'industrie de l'Holocauste, réflexion sur l'exploitation de la souffrance des Juifs ». Unthinkable to have a law like that in the U.S. I mean, the level of cowardice and stupidity is just breathtaking. What can you say about a country that thinks BHL is a philosopher? I mean, come on. This is not serious. At least in the United States, we don't pretend to have philosophers. So, the law is ridiculous.
Everybody should have the right to say what they want, and if it's wrong, then you show them where it's wrong. But the state shouldn't decide what is truth. That should be left to each person to decide for him or herself what's true and what's not. Anne-Marie Le Pourrier est juriste en droit public. Elle a participé à la mission parlementaire d'information sur les lois mémorielles et a fondé l'Observatoire des communautarismes. Début. Clac. Sur quelle base avez-vous été opposé à cette loi d'emblée, et sur quelle base étaient ces oppositions? Moi, personnellement, j'enseigne le droit des libertés fondamentales. Bon. Un juriste de ma génération a été éduqué dans le principe que la liberté est le principe, sa restriction l'exception. Bon. C'est la doctrine libérale. C'est la liberté politique, ça nous vient de la Révolution de 1789, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, l'un des biens les plus précieux de l'homme. C'est répété par la déclaration, la Convention européenne des droits de l'homme, la Déclaration universelle. C'est une des libertés fondamentales parce qu'en plus, elle est, ne l'oublions pas, une des conditions de la démocratie. Il n'y aura pas de démocratie si vous ne laissez pas les gens s'exprimer et les opinions se confronter. Donc, c'est une liberté véritablement, absolument fondamentale. Alors, confronté à cela, comment ne pas s'inquiéter quand on voit multiplier la répression pénale de certaines expressions? Paul Ricoeur est un philosophe français qui a longuement travaillé autour des thèmes de l'identité, de la mémoire et de la vérité en histoire. Moi, je suis très très réservé sur cette intervention de l'interdiction juridique. Nous avons des catégories juridiques précises, mais qui n'ont pas rapport à l'histoire, c'est la diffamation. Alors ça, c'est... vous pouvez diffamer l'honneur de personnes ou de collectivités, mais finalement toujours des personnes en raison de la collectivité à laquelle ils appartiennent, et qui va être ethnique, qui va être religieuse, qui va être nationale, bon, de multiples façons. Mais il s'agit toujours de la dignité de quelqu'un qui a été atteinte. Mais s'agissant de faits, donc s'il s'agit bien de raconter, je ne vois pas comment on peut censurer, sinon en opposant une autre histoire mieux établie. Parce que nous n'avons pas encore introduit quelque chose qui me paraît tout de même important, mais qui toucherait à l'histoire plutôt qu'à la mémoire. C'est, je dirais, les trois niveaux de l'histoire. Le niveau, les documents, travail d'archives, les faits. Et là, on peut établir des faits, je dirais, scientifiquement. Combien il y a eu de tués, combien, bon, etc. Bon. Et puis, il y a l'explication. Alors, l'explication, vous pouvez faire une explication par des causes, bon, économiques, bon, et démographiques, de toute espèce, ou par des motifs, des raisons d'agir, bon. Et puis, vous avez des grandes interprétations, c'est-à-dire replacer un segment d'histoire dans un mouvement plus lent, plus vaste, ce que bon, Braudel avait appelé l'histoire de longue durée, où c'est vraiment le mouvement d'un siècle, par exemple. Oui. Alors là, les interprétations sont multiples. Alain Benajam a été longtemps cadre dirigeant au Parti communiste français. Il poursuit son engagement anti-impérialiste au réseau Voltaire, dont il est l'un des cofondateurs. Dans quel contexte a été conçue la loi Guessot? Peut-on comprendre les intentions et les bonnes intentions du législateur et du politique de l'époque? Alors, la loi Guessot a été, comme son nom l'indique, conçue par Jean-Claude Guessot, qui était un dirigeant du Parti communiste, à l'époque de son déclin, il faut dire, hein, et
le Parti communiste a été fortement marqué dans son histoire par la période de lutte contre le fascisme. Et cette loi a été promulguée un peu à une époque charnière, quand le Parti communiste, à la fin de l'existence de l'URSS, on va dire, se normalise, perd son aspect révolutionnaire et se normalise dans une gauche conforme, on va dire. Mais au départ, les intentions du Parti communiste, puisque on va plutôt parler d'une loi proposée par les communistes, les intentions n'étaient pas perverses. Les communistes ont évidemment été piégés dans cette affaire. Plus de 10 000 personnes veulent assister à la cérémonie conduite par le grand rabbin Sitruk. Tout le monde avait mis une kippa, moi le premier d'ailleurs, tous les gens de la ville. Vous étiez au cimetière? Ah oui, j'y étais allé, c'était très émouvant, on voulait réagir. Pas finalement uniquement contre la profanation, mais aussi contre le climat de l'époque, qui était un climat où on sentait bien que le Front National prenait des parts de marché. Il est certain qu'à l'époque, le Front National était en pleine progression, hein, ça c'était une évidence. Et il était non moins évident que les partis de l'établissement, en quelque sorte, c'est-à-dire les partis de gouvernement, ou prétendus tels, que ces partis-là avaient peut-être intérêt à minimiser, à barrer la route au Front National par l'imputation de quelque chose d'horrible. 100 000, 200 000 personnes défilent pour dire non au racisme et à l'antisémitisme. Et pour la première fois depuis la libération, le président de la République, François Mitterrand, participe à la manifestation. Je ne vois pas bien comment simultanément on a pu avoir tant de soucis de la vérité historique et de la répression de la négation, du négationnisme, et mener une politique avec les mêmes. Tu évoquais Fabius, bon, il était quand même à un niveau de responsabilité élevé, il n'a pas pu lui échapper que François Mitterrand, dont aucun dirigeant politique n'ignore le passé, qui est un passé de cagoulard et qui est un passé d'homme d'extrême droite, et qui a consacré beaucoup d'énergie à protéger un certain nombre d'hommes d'extrême droite, y compris son bon ami Bousquet, comment il a joué un rôle majeur dans la promotion du Front National, comme le fait la droite d'ailleurs, parce que, ma foi, elle hésite entre la tactique qui consiste à faire gonfler le Front National pour lui saisir des voix sur une base de plus en plus droitière, ou si dans une conjoncture donnée de crise gravissime, elle pense en revenir à ce qu'elle chérissait dans les années 1930, et que notre gouverneur de la Banque de France, Clément Moret, préconisait comme si c'était nécessaire au président de la Reichsbank, Luther, c'est-à-dire une union des droites sans exclusive. Et c'est dans le climat général de ce qui s'est passé après 83 en France, quand Mitterrand et la gauche a abandonné son programme socialiste, il a fallu trouver pour la gauche une définition, une raison d'être qui la distingue de la droite, puisqu'on faisait de plus en plus sur le plan socio-économique des politiques de droite modérée si on veut, mais de droite. On ne rompait plus avec le capitalisme et tout ça s'était abandonné. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Je dis trouvé, je dis pas que c'était intentionnel, mais enfin ce qui s'est substitué au discours, c'est essentiellement l'antiracisme et l'antifascisme. Et donc c'est devenu une espèce de manie de la gauche de lutter d'une part de mettre comme but ultime la lutte contre les discriminations, la lutte contre les paroles racistes, etc.
moi je ne suis pas contre, mais je ferai remarquer que l'égalité des chances, par exemple, c'est un slogan libéral, d'accord? C'est un slogan qui n'est pas anticapitaliste. La doctrine socialiste classique, c'était l'égalité de conditions, pas l'égalité des chances, enfin une égalité relative de conditions. Mais bon, le racisme, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez répandu, mais alors on a aussi inventé la lutte contre le fascisme qui, à mon avis, était complètement imaginaire. Et cette lutte contre le fascisme, c'est fait par des méthodes, c'est ça, liberticides et qui sont en fait des méthodes, je ne vais pas appeler fascistes parce que ce n'est pas tout à fait fasciste, mais enfin qui vont dans la même direction que le fascisme, c'est-à-dire l'instauration de vérité garantie par l'État, défendue par l'État. Et ça, je trouve ça parfaitement... c'est, pour utiliser une expression que j'ai vue récemment, le stalinisme bobo, j'aime beaucoup cette expression, parce que c'est une forme de stalinisme soft, comme ça, qu'il y a dans cette gauche ex-68arde, intégrée dans l'appareil d'État, à l'époque de la Mitterrandie, etc., et qui s'est trouvé une raison d'être, qui s'est trouvé une raison d'être dans l'antiracisme et l'antifascisme, et un des aspects, c'est la lutte contre les gens qui pensent mal. Alors évidemment, il y a le racisme, il y a l'antisémitisme qui est déjà mis en exergue, et puis il y a le sommet de l'antisémitisme qui est la contestation du récit de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. La négation de la Shoah, dans la mesure où c'est de l'antisémitisme militant, y compris porté par des États. Si j'attends que la preuve soit faite par les historiens d'une manière, d'une évidence telle que ça fera sourire ou rire demain les jeunes étudiants, ainsi de suite, quand on dira mais, que ça n'a pas existé, mais si entre-temps on s'est servi de cette négation pour justifier de nouveaux crimes et un recommencement, quelle sera la responsabilité des États et des gouvernements et des parlements ? Le Guesso, il dit, on a besoin de ma loi parce que sans ma loi, si on attend qu'il y ait des preuves tellement évidentes que le négationnisme fait rire tout le monde, alors les Iraniens pourraient utiliser ça pour commettre un nouvel holocauste. Donc ça veut dire qu'en fait, ils ne s'attaquent pas aux paroles, mais aux actions qu'elles sont supposées impliquer. Mais imaginez que les écrits de Faurisson vont provoquer que les Iraniens à faire une guerre suicidaire de leur point de vue contre Israël, c'est de la folie à l'état pur. Mais néanmoins, on voit que son argumentation, il comprend intuitivement que les paroles en elles-mêmes ne devraient pas être censurées, puisqu'il essaye d'invoquer des actions que ces paroles sont supposées susciter pour justifier la censure des paroles. Et souvent, les gens, quand ils font des lois sur la haine raciale, ils disent « on va avoir des comptes, il va y avoir des pogroms, etc. » Mais il n'y a rien du tout. C'est pas parce qu'il y a un spectacle de Dieudonné qu'il y a des troubles à l'ordre public. Les spectacles de Dieudonné, c'est pareil, ils ne les interdisent pas pour le contenu, mais ils disent « trouble à l'ordre public ». Il n'y a pas de trouble à l'ordre public, j'ai vu, à part les contre-manifestants, mais il n'y a personne qui sort de là en disant bon, on va faire une ratonnade, on va faire des pogroms, etc. Personne. Et donc, en fait, mais le type d'argumentation qu'on utilise montre que même les partisans de la censure comprennent la distinction entre la parole et l'action et veulent lier certaines paroles à des actions pour criminaliser les paroles. Seulement, le lien qu'ils établissent, contrairement au lien qui existe de façon directe, si j'ai un revolver sur ta tempe et que quelqu'un dit tire, ça c'est une action, ça serait lié à une action, le lien qu'ils établissent est complètement fantasmatique. Spectacle de données ce soir. Voilà, l'esclavage, quand on en parle, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est pour ou contre. On a le droit de s'exprimer librement sur tel ou tel sujet. C'est la République, c'est la France. Merci. Merci. Cette loi, elle est destinée, en principe, à protéger les Juifs ou les communautés juives des assauts, des négationnistes, des antisémites qui veulent, comment dire, détruire en quelque sorte une espèce de légitimité que donne la victimisation de la Shoah, la légitimité d'Israël déjà. Parce que, bon, dès qu'on parle de la sécurité d'Israël, dès qu'on parle d'Israël, on dit il ne va pas y avoir un deuxième génocide, etc. On recommence toujours. Cela, d'ailleurs, si vous remarquez, il y a encore des hommes politiques qui reviennent sur la sécurité d'Israël qui doit être intangible.
Or, on n'a jamais vu un pays qui dispose d'une telle force de frappe, il n'est menacé par personne. Des propos antisémites, révisionnistes, antisionistes prononcés à la face du monde, le président iranien multiplie les provocations et les menaces contre Israël. En octobre 2005, il organise à Téhéran une conférence intitulée « Le monde sans le sionisme », une occasion pour lui de remettre en cause l'Holocauste. Si vous essayez de me dire que 6 millions de Juifs sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, si vous me dites qu'ils ont été brûlés dans des chambres à gaz, est-ce que vous dites la vérité en insistant sur ce sujet? Et donc c'est dans cet esprit-là qu'on a pensé, faire taire tous ceux qui peuvent porter atteinte à cette reconnaissance ou à cette reconnaissance de la victimisation, mais suprême. C'est-à-dire que, en fait, le peuple juif a subi ce qu'il n'y a jamais eu durant l'humanité entière. Voilà. C'est ça l'idée qu'il y a derrière, c'est-à-dire que c'est unique dans les annales de l'histoire du monde. Et donc, ça méritait une loi spéciale pour faire barrage même à toute contestation, à la limite, c'est-à-dire même à toute étude historique. I understand Hitler. Depuis ses propos polémiques sur Hitler à Cannes, Lars von Trier multiplie les excuses. Jeudi, lors d'une conférence de presse, le cinéaste danois disait avoir de la sympathie pour Hitler. Sanction immédiate des responsables du festival. Le réalisateur est déclaré persona non grata. Comment avez-vous pu oublier et ignorer que faire de l'humour sur Hitler et les Juifs pouvait être très dangereux? C'est parce que je fais beaucoup de blagues comme ça. Je fais ça en privé. La seule chose que j'ai oubliée, ce qui est évidemment très stupide, c'est que je m'adressais au monde entier. Je pensais bien faire et d'un coup j'ai dérapé vers quelque chose de complètement stupide. Et j'en suis vraiment désolé. Qu'est-ce que vous comptez faire pour vous réconcilier avec le festival? I'm a communist. Watch out, what are you saying? Why can't I be a communist now? I can be a communist. On sacralise un événement, le fait de rendre légalement impossible de le contester participe à la sacralisation de l'événement. L'événement est déjà sacralisé dans notre culture, il est déjà un centre de référence. Ce centre de référence est utilisé dans deux circonstances. L'une directe, c'est la défense de l'État d'Israël. On ne peut pas avoir une discussion, tout le monde sait ça. Quand on a une discussion sur Israël, on vous parle de l'Holocauste après 5 minutes, tout le monde sait ça. Mais aussi des guerres. Parce que chaque fois qu'il y a une guerre humanitaire, que ce soit au Kosovo, que ce soit maintenant en Libye, peut-être demain en Syrie, en Afghanistan, un peu moins en Irak, mais quand même, il faut toujours sauver des populations, les albano-kosovars, les Kurdes irakiens, les femmes afghanes, les gens de Benghazi, etc. Parce qu'on n'a pas sauvé les Juifs pendant la guerre. Et après 5 minutes, dans la conversation, moi j'ai eu des tas de conversations avec des gens qui, a priori, pourraient être opposés aux guerres, des verts, des pacifistes, etc. Et on retombe tout le temps là-dessus. Ça fait partie de l'idéologie de notre temps. Il faut d'une certaine façon intervenir parce qu'on n'est pas intervenu. Parfois c'est la République espagnole, mais souvent c'est la soi-disant non-intervention. Je ne sais même pas très bien à quelle intervention ils pensent si on réfléchit vraiment à l'histoire réelle qui s'est passée dans les années 30. Mais il y a ce fantasme, et alors ce fantasme justifie alors des politiques de guerre. C'est comme ça que ça se fait. Et alors en plus, et ça c'est ce qui est suprêmement irritant avec cette loi, c'est qu'en faisant cette loi, on encourage le scepticisme, parce que les gens vont dire, mais comment, il y a une loi pour un événement historique et pour aucun autre. C'est qu'on nous cache quelque chose. Donnez-moi un exemple dans l'histoire de vérité qui est défendue par des lois. Prenez Galilée, c'est Galilée qui a raison, mais c'est l'autorité de l'État, ou à l'époque de l'Église, qui s'oppose à lui. Lysenko, c'est les biologistes qui ont raison, mais c'est l'État soviétique qui défend Lysenko. Tous les exemples que vous pouvez trouver dans l'histoire, vous trouverez toujours le droit se met du côté de l'erreur. Ici, on prétend que le droit se met du côté de la vérité. Les gens, évidemment, font l'induction opposée, ils disent, mais non, puisque le droit se met en général du côté de l'erreur, dans ces conflits, c'est qu'on nous cache quelque chose. Donc on augmente le scepticisme, on instrumentalise le discours sur l'Holocauste au service d'Israël, et puis on s'étonne que dans les populations
qui sont les moins bien disposés à l'égard d'Israël, pour des raisons compréhensibles, c'est-à-dire les populations, on va dire, musulmanes ou d'origine nord-africaine, etc., le scepticisme s'installe. Et puis on le dénonce. Mais évidemment, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. C'est cette loi Guesso qui a d'abord mis ça sur la place publique, qui en a fait une cause majeure, qui a augmenté le scepticisme en faisant, d'abord qui a fait de la publicité pour ces idées, puis qui a augmenté le scepticisme en interdisant qu'on en parle. Et puis ils se plaignent que les gens sont sceptiques. On augmente de conflictivisation. On prend les phrases d'Ahmadinejad, on est presque en train de dire que s'il y a une guerre avec l'Iran, on va justifier la guerre avec l'Iran. Je suis sûr que s'il y a une guerre avec l'Iran et qu'on est 10 dans la rue à protester contre cette guerre, eh ben ils vont nous dire, voilà, Ahmadinejad a dit que vous êtes des sales révisionnistes, taisez-vous. Et c'est comme ça que le conflit des civilisations est articulé et amplifié par cette guerre. Une société dans laquelle, tellement bisounours, qu'il ne faut plus offenser la moindre communauté, alors là, ça peut aller extrêmement loin. Et effectivement, on arrive à des situations où chaque lobby interdira de dire quoi que ce soit. Et alors, effectivement, il y a un cœur de pleureuse. Nous vivons dans une société qui... Alors, est-ce que c'est pour, d'une certaine manière, nier les égoïsmes et le matérialisme et le consumérisme qu'on se rattrape dans du compassionnel, de l'émotionnel et autres? Qu'est-ce que cela traduit? Je ne saurais pas vous dire. Hein. Je ne suis pas philosophe, je ne peux pas Mais manifestement, il y a un goût des sociétés occidentales pour les pleurs, pour une certaine pleurnicherie, qu'un certain nombre d'observateurs ont noté. Il y a un journaliste du Figaro qui parlait à une époque de la tyrannie de l'impudeur. Cette façon, alors c'est politique de la reconnaissance où chacun veut se montrer à l'autre et se faire reconnaître dans toutes ses spécificités, avec une part d'exhibition aussi. Hein. Bon, alors je ne sais pas interpréter tout cela, mais c'est un phénomène que l'on observe. Donc il y a l'effet boîte de Pandore, concurrence entre différents lobbies, mais il y a aussi une atmosphère très propice à la compassion. On n'a plus la dimension transcendante, sacrée, disons, du théologie de l'histoire. Mais d'une certaine façon, je ne dirais pas que c'est pire, mais le prix à payer, ça a été de sacraliser alors des grandeurs humaines. Et ça, alors, ça nous mène au problème auquel nous viendrons tout à l'heure, sans doute, le problème du totalitarisme. C'est quand même l'apparition des religions séculières. C'est la contrepartie de l'effacement relatif ou partiel, bon, je ne sais pas, des religions transcendantes. Nous avons maintenant des religions horizontales. Alors, si nous avons à faire un travail de démystification, il n'est plus, et il est peut-être achevé concernant la théologie de l'histoire. Et en tout cas, ça a été la tâche des Lumières. Mais les Lumières elles-mêmes ont été submergées par quelque chose qu'elles n'avaient pas prévu, que certains disent qu'elles ont engendré, à savoir la recharge en sacré des grandeurs humaines, et d'abord essentiellement la nation. Oui, oui. Et donc nous retrouvons la sacralisation de la guerre au bout. Ça, c'est le macabre dont j'aimerais bien sortir, parce que mon indignation, c'est aussi dû au fait qu'on m'oblige à rester dans ces horreurs. Ce sont des cadavres, n'est-ce pas? Moi, je suis le premier à vouloir sortir de tout cela. Je voudrais qu'on en finisse. Or, c'est le contraire. C'est devenu une religion, la religion de la Shoah. Et ce catéchisme est devenu obligatoire pour les enfants des écoles, pour les lycéens, à l'université, dans les médias et partout. C'est envahissant, c'est suffocant. Moi, j'ai besoin d'air, je voudrais respirer, je voudrais quelque chose de sain, de normal. Qu'est-ce que c'est que ces choses puantes ou fétides, révoltantes, dégoûtantes? Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais je vois qu'il y a des gens qui vivent littéralement là-dedans et qui veulent que je vive là-dedans. Exemple, à Washington,
vous voyez un amoncellement de chaussures, et au-dessus, vous avez les mots « We are the last witnesses ». Nous sommes les derniers témoins. On fait parler les chaussures. Qu'est-ce que vous voyez? Des chaussures. Des chaussures? Où ça? Sur le bord. Sur un quai? Sur le bord de la mer. Ils sont... Le bord de la mer. Ils sont alignés dans la même direction. Enfin, ils vont tous dans la même direction. Les pointes de la chaussure. Les pointes des chaussures vont toutes dans la même direction, oui. Vas-y, dis. Ou des cadavres. Des cadavres? Bon, on n'en voit pas beaucoup, là, des cadavres. Oui, non, mais soit les chaussures ont été remontées de l'eau, et ces chaussures-là. Elles ont appartenu à quelqu'un. Elles ont appartenu à quelqu'un, effectivement. Et alors? À des juifs. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'avant, ils étaient dépouillés de tout. Et pourquoi tu... des chaussures? Bonne question. Oui, non, mais pourquoi pas? Moi, je prends. Mais comment c'est possible de rassembler autant de chaussures? Parce que même si ce sont plusieurs hangars, l'espace reste quand même limité. Parce qu'il y avait énormément de monde dans les camps. Ce document nous donne à voir, comment on pourrait dire d'ailleurs, en disant, tenez, utilisez-moi un terme de cinéma, là, en dehors de ce qu'on voit. On peut imaginer le hors-champ. On peut imaginer le hors-champ. Plusieurs possibilités existent. Qu'est-ce qui justifie le choix narratif, le choix pathétique, le choix purement descriptif et informatif? Et comment est-ce que tout cela joue, influence notre mémoire? Par exemple, les camps de concentration, on le raconte, enfin, ce serait qu'une histoire dite passée de génération en génération, on pourrait peut-être pas forcément y croire. Alors qu'avec des preuves telles que les photos ou des films, justement, ça se permet de mettre un certain côté concret pour montrer que ça s'est réellement passé, que c'est pas de l'invention. Enfin... Après, ce qui est dommage, c'est que de nos jours, ça existe de plus en plus les photomontages, donc c'est facile de falsifier la réalité. Et d'où vous tenez tout ça? Histoire. Cours d'histoire, d'accord. Études personnelles. Études personnelles. Pourquoi est-ce que tu es personnellement intéressé par ça, toi, Océane? Parce que, moi, c'est savoir le passé d'un pays qui... En fin de compte, c'est ça, savoir le passé pour ne pas faire les mêmes erreurs. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Ok. On reparlera de ça, effectivement. Connaître le passé pour éviter les mêmes erreurs. Et tu crois que les erreurs ont été évitées? Ça dépend, parce que quand on entend les guerres qui sont en train de se passer maintenant encore, non. Mais on parle de camps de concentration? Non, mais c'est vrai que ça a une amélioration, mais pour la guerre du Golfe et tout, c'est toujours à peu près les mêmes choses, toujours des tortures, toujours des séquestrations et tout, donc ils n'ont pas vraiment appris de leur passé en fait. Moi, d'accord. Je pense. Vous avez parlé à plusieurs reprises de devoir de mémoire. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Disons que le nombre de victimes est vraiment comparé à l'esclavage à La Réunion. Le nombre de victimes des génocides en France et tout, ça a été beaucoup plus important. Le nombre des soldats tués aussi, ça a été énormément important. Donc c'est vrai qu'on a plus tendance de mettre ça au second plan, c'est vrai, mais on y pense quand même. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu trouves que le devoir de mémoire ne devrait pas se limiter à la Seconde Guerre mondiale, c'est ça? Est-ce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris? Je pense que justement, il y a d'autres événements qui peuvent être pris en compte alors qu'on passe à côté finalement. Parce que justement, il y a le génocide arménien, jusqu'à aujourd'hui, j'en ai pas réellement entendu parler, que ce soit en histoire ou dans les actualités, finalement, on n'entend pas autant parler que ça. Par contre, la Seconde Guerre mondiale, on nous en fait des chapitres pendant des semaines. Donc, c'est ça que je trouve dommage des fois avec les programmes d'histoire, que ce soit au lycée ou au collège, c'est qu'ils approfondissent pas sur des périodes qui pourraient être quelquefois plus intéressantes et plus enrichissantes que se concentrer à chaque fois sur la même chose. Quelles sont les périodes de l'histoire qui vous intéressent le plus par rapport à ce que vous vivez en ce moment et ce que vous envisagez pour le futur? La Révolution française. Je l'avais pensé en plus, tu l'avais pensé ma fille. Je sais pas, mais c'est la période d'histoire que j'aime le plus. Parce que... C'est là où tout a changé. Quand on ouais. C'est une monarchie
à un semblant de république, un début de république, on va dire. Même si c'était pas encore très clair. Mais bon, disons que ça a permis un très grand changement déjà. D'accord, bah fini, et après tu proposes à tes camarades. Quelle est l'esthétique cinématographique pour montrer les camps? Vie scolaire, hein? Oui. Pour Montrer les camps. quelle esthétique cinématographique pour montrer les camps? Oui, on peut résumer ça à ça. On peut formuler ça comme ça, tout à fait. Voilà, alors, je vous préviens quand même que les images, pour ceux qui n'ont pas vu encore le Nuit et brouillard, que les images que vous allez voir sont très dures, pour certaines. Raflés de Varsovie, déportés de Lodz, de Prague, de Bruxelles, d'Athènes, de Zagreb, d'Odessa ou de Rome. Internés de Pithiviers, raflés du Veldiv, résistant partés à Compiègne. La foule des prix sur le fait, des prix par erreur, des prix au hasard, se met en marche vers les camps. Quelque importante que soit la question, et ça des gens, des historiens aussi sérieux, aussi solides que Raoul Hilberg l'avait montré, aussi réelle que soit cette destruction massive qui s'était montée à un chiffre entre 5 et 6 millions, c'était une toute petite question aux États-Unis. Ça n'était pas vraiment une question politique, et c'était devenu une grande question à partir du moment où, sous l'effet des transformations conjoncturelles de la politique américaine, c'est-à-dire de la transformation claire d'Israël en pays clé de l'expansion impérialiste américaine au Proche-Orient, les choses avaient changé. Et puis, avec une évolution dans les années 1960 qui s'expliquait par l'orientation de plus en plus favorable mutuelle des États-Unis et d'Israël envers leurs politiques respectives, Novick situe une vraie césure à partir de 1967 et de la guerre des 6 jours. On sait que la voix de la France n'a pas été entendue. Israël ayant attaqué, s'est emparé en 6 jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance, qu'à son tour, il qualifie de terrorisme. Il est vrai que les deux belligérants observent pour le moment, d'une manière plus ou moins précaire et irrégulière, le cessez-le-feu prescrit par les Nations Unies, mais il est bien évident que le conflit n'est que suspendu et qu'il ne peut pas avoir de solution sauf par la voie internationale. Mais un règlement dans cette voie, à moins que les Nations Unies ne déchirent elles-mêmes leur propre charte, un règlement doit avoir pour base l'évacuation des territoires qui ont été pris par la force, la fin de toute belligérance et la reconnaissance de chacun des États en cause par tous les autres.
Et alors, ce qui est dramatique, c'est que finalement, on utilise quelque chose qui doit être connu, qui doit absolument être connu, qui doit être diffusé, c'est-à-dire le niveau de massacre auquel est parvenu un pays impérialiste à un moment donné de son histoire, qui est quand même formateur pour tous les esprits. À partir de ce noyau de vérité qu'il est très bon de promouvoir, on est parvenu à une situation d'instrumentalisation telle que tous ceux qui, par exemple, portent atteinte à la politique d'Israël, c'est-à-dire qui sont très honnêtes historiens, mais qui peuvent être en conflit formel avec la politique d'Israël, qu'ils soient juifs ou pas juifs, tous ceux qui sont opposés aux guerres coloniales, parce qu'ils considèrent que ce sont des guerres coloniales et pas des guerres de libération des peuples, finalement se font taxer d'antisémitisme, de tendances fascistes, alors même que les gens qui nous dirigent ne cessent de promouvoir les idées fascistes, négationnistes, révisionnistes. Nous sommes les jouets du système de communication de l'impérialisme qui est extrêmement puissant et le système de communication de l'impérialisme qui utilise un très grand nombre d'intellectuels et de penseurs dans leur lutte. Enfin, il faut dire que la guerre que l'impérialisme mène au peuple, c'est d'abord une guerre de l'information. C'est une guerre idéologique qui prépare le terrain à une guerre chaude. On l'a vu avec la Libye. Et que ce système, qui s'apparente au fascisme, qui est structurellement, économiquement comme le fascisme, c'est-à-dire fondé sur l'économie de guerre, sur le complexe militaro-industriel, sur le capitalisme monopoliste d'État, tel que ont pu l'inventer les fascistes, c'est-à-dire que c'est plus un capitalisme libéral de libre entreprise, c'est un capitalisme monopolistique et tenu par les États. Si par exemple on m'avait dit dans les années 70 qu'on allait faire la guerre à la Libye pour renverser Kadhafi, je ne sais pas si l'extrême droite la plus extrême aurait osé dire ça. Mais maintenant, toute l'extrême gauche a fourni des arguments humanitaires, a insisté pour qu'on intervienne, parce qu'il y avait des manifestations lors des débuts des événements, accusant, j'ai un tract que je peux vous envoyer, qui montre, c'est une manifestation à Toulouse, où on accuse Sarkozy de ne pas intervenir en Libye à cause des intérêts pétroliers de la France, et de laisser massacrer les populations. Et donc on demande qu'on intervienne unitairement en Libye, parce que, soi-disant, les intérêts pétroliers empêchent de le faire. Puis quand le CNT promet 35% du pétrole libyen à la France, alors on a l'air malin. Qu'est-ce que vous voulez que cette extrême gauche qui ne comprend rien à rien aille s'opposer à la guerre après? Alors on n'en parle plus. On n'en parle pas. Et alors maintenant, on ne sait pas très bien quoi dire, parce que leur idéologie, c'est que justement, on devrait intervenir plus. Alors évidemment, quand l'extrême gauche fournit comme ça à la droite, et au militarisme, et ultimement au militarisme américain, des arguments humanitaires pour se déployer un peu partout, c'est un monde parfait, je veux dire, c'est un monde... et qui en plus ne trouve rien d'autre que, rien de mieux à faire que de s'attaquer à des Michel Colomb qui sont dans notre société complètement marginaux, ou de s'attaquer aux négateurs de l'Holocauste, ou je ne sais pas, quelle que soit la cible qu'ils prennent, ce sont des cibles marginales, et donc ils ne font que renforcer la police de la pensée vis-à-vis de toute pensée dissidente. Et donc on a une pensée unique, on a en dominante la pensée de droite, et puis en mineur, une pensée de gauche qui fournit des arguments humanitaires à la pensée de droite. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler la pensée unique. Mais pour la droite, c'est magnifique. Et c'est complètement surréaliste, la situation idéologique en France aujourd'hui. C'est triste, même. Nous vivons dans une période directement héritée de mai 1945 et de l'érection des États-Unis en puissance impérialiste dominante écrasante, qui est devenue une puissance encore plus écrasante à l'époque de son déclin, c'est-à-dire dans la deuxième moitié du XXe siècle, et ce, alors même que les rapports de force sont en train de changer et que la crise systémique du capitalisme va mettre
cause cette domination et ce caractère hégémonique. Et donc on est au maximum de la contradiction entre les réalités et la présentation idéologique de ces réalités. Et face à cet énorme rouleau compresseur, eh bien, il n'est pratiquement aujourd'hui aucun moyen de s'exprimer, et certains d'ailleurs, plus exposés que d'autres, sont de parfaits cobayes de cette supercherie, avec des personnages, je pense, j'ai évoqué tout à l'heure Thierry Meyssan, dont il suffit de prononcer le nom pour être en situation d'interdit total. Dans son bouquin, Meyssan soulève un certain nombre de problèmes, des interrogations, hein, vous êtes d'accord là-dessus, puisque vous l'avez lu, hein, il y a un certain nombre d'interrogations qui sont soulevées, et il est traité de négationniste dans votre journal, Laurent Geoffrin. C'est parce qu'il saute à la conclusion et qu'il nie l'existence même de la violence. C'est grave d'appeler quelqu'un... Attendez, c'est polémique. D'accord, c'est polémique, je suis d'accord. C'est grave d'appeler quelqu'un négationniste, vous êtes d'accord? C'est polémique, c'est vrai. Moi, je crois que c'est... Pour moi, c'est à peu près aussi absurde que de dire que les camps de concentration n'ont pas existé. Donc, ce ne sont pas des conspirationnistes, ce sont des négationnistes. Les mêmes qui parlent du Bilderberg, les mêmes qui parlent du complot mondialiste, du siècle, etc., sont les mêmes, comme vous, messieurs, qui posent des questions sur le 11 septembre. Donc notre entretien est terminé parce que... Non, vous êtes des gens qui se posent des questions qui malheureusement sont assez inquiétantes, surtout quand on est aussi jeune que vous. Mais les mêmes qui se retrouvent dans ces groupes... Et c'est les mêmes qui ensuite, je vous l'accorde, nient la Shoah. Pour eux, toute dissidence est d'extrême droite. Ils parlent plutôt d'extrême droite que de fascisme. Hein. C'est-à-dire que moi-même, j'ai été placé à l'extrême droite, ce qui est quand même curieux. Thierry Meyssan a été placé à l'extrême droite, et donc, avec en arrière-plan l'accusation du fameux Holocauste et de vouloir remettre les Juifs dans les chambres à gaz. Voilà, c'est à peu près ça qu'il y a de sous-jacent. Ça paraît stupide, hein, aussi stupide que le fameux avion qui passe par un petit trou. Mais bon, répéter sempiternellement à la télévision, les esprits faibles finissent par admettre ce genre de choses. Et donc, aujourd'hui, il y a des milices, des nervis qui empêchent des dissidents de parler sous la raison qu'ils seraient eux-mêmes fascistes, évidemment en torturant ce terme de fasciste, hein, puisque finalement ils font ça au nom du fascisme réel, qui est le système dans lequel nous vivons aujourd'hui. Hein. Et si vous parlez avec Annie Lacroix-Riz, elle vous parlerait également de la même façon. L'utilisation d'Israël, je disais, était une idée de génie, d'abord parce qu'elle a permis de couvrir une politique impérialiste impitoyable, d'une sorte de caution inoxydable. C'est-à-dire, nous sommes les héritiers de 5 ou 6 millions de victimes, nous ne pouvons pas faire le mal, ça c'est quelque chose de très efficace. Ensuite a permis évidemment de stigmatiser tous les opposants parce qu'ils seraient antisémites, méchants, racistes, etc. Que ça a permis de taxer tout esprit critique de conspirationnisme ou de volonté de développer la théorie du complot, ce qui fait d'ailleurs qu'aucun historien ne peut plus étudier un complot particulier sans se faire taxer de partisan de la théorie du complot. Je dis souvent, est-ce que quelqu'un pense que Allende a décidé de se suicider un beau soir parce qu'il trouvait que le palais de la Moneda n'était pas agréable? Non, tout le monde sait très bien que la chute d'Allende est venue d'un complot établi entre les États-Unis d'une part, les classes dirigeantes chiliennes d'autre part, qui redoutaient leur marginalisation des progrès d'une expérience d'unité populaire qui tendait à changer le cours de la vie des habitants du Chili et qui disposait d'un appui politique de plus en plus grand.
Donc, on accepte par-ci par-là un complot, mais dès qu'on veut montrer que les classes dirigeantes ont une stratégie, qu'elles sont capables de recourir au complot pour l'établir, alors là, on se fait interdire de parole. Il y a un chantage d'un certain nombre de groupes de pression qui pèse et qui dit « vous n'avez pas le droit moral de nous critiquer ». C'est facile. Hein, donc c'est facile, et à partir de là s'instaure un espèce de pansement sur la bouche, de bâillonnage généralisé, et c'est très grave. C'est très grave parce que quand vous ne pouvez plus critiquer, quand l'esprit critique est menacé dans une société, c'est le progrès de cette société, parce que quand quelque chose ne va pas, il faut le dire, et vous ne pouvez plus rien dire, et on arrive comme ça à une menace assez forte sur le système démocratique et libéral. Enfin, on voit bien que le réchauffement climatique qui est à l'œuvre, quoi que disent Allègre et quelques autres négationnistes... Négationnistes, waouh! Oui, tout à fait, oui. Ce n'est rien d'autre que cela. Le négationnisme climatique, il se heurte à la réalité, c'est-à-dire au fait qu'il n'y a aucun Pourquoi vous employez des mots comme négationnisme? Parce que c'est la réalité, c'est vous qui dites, en fait, il y a des pourquoi scientifiques... négationniste? Vous voyez ce que ça renvoie oui, comme connotation? c'est-à-dire de dire... C'est-à-dire on ne peut pas oui, ces scientifiques-là ne peuvent pas Jean-Pierre Elkabbach, s'interroger. Est-ce qu'on peut entendre Cécile Duflot plus de 20 secondes, s'il vous plaît? S'agit-il d'établir un verrou idéologique en France? Est-ce que là, cela fonctionne à la manière de vouloir faire taire toute contestation vis-à-vis d'Israël, mais même plus largement? Vous parliez de danger pour la démocratie. La communauté juive, ces institutions, sentent que le verrouillage n'existe plus. Il y en a même qui osent dire on fait trop de choix. C'est pas possible, ça ne marche plus. Et des gens qui sont insoupçonnables, vraiment, bon, et qui disent on en fait trop. C'est peut-être en trop. Et on ne peut pas non plus chaque fois sortir l'antisémitisme. Ça marche de moins en moins bien. Donc ils sont conscients. Mais en même temps, comment dire, moi, en général, quand je parle d'Israël, j'ai une expression, je dis que Israël ne peut pas faire la paix. C'est un régime colonial, c'est un régime qui ne peut pas revenir en arrière. Un régime colonial doit aller au bout de sa logique. Et au bout de sa logique, c'est-à-dire de plus en plus colonisé, de plus en plus... Aucun régime colonial n'a jamais voulu une solution juste, négociée, quand il en était temps. Et Israël, il est lancé. Et donc les Juifs aussi sont obligés de suivre. On ne peut pas faire autrement. Et le pouvoir français, il est obligé de suivre aussi, enfin jusqu'à présent, mais on sent quand même des failles. Par exemple, Martino, quand le Parti socialiste dit qu'il faut reconnaître un État palestinien, je veux dire, Bertrand Delanoë a été en Israël la semaine dernière et il avait dit qu'il faut reconnaître un État palestinien à l'ONU. Voilà, et c'est la panique. Parce que les socialistes ont été jusqu'à présent les meilleurs défenseurs d'Israël. Mais même ce verrouillage est en train de sauter. L'accusation d'antisémitisme, c'est évident qu'elle est manipulée sans arrêt. Et c'est évident que c'est elle qui est à la base du soutien à Israël. On a vu, les gens me disent « Oh, Israël, c'est le pion avancé des États-Unis au Moyen-Orient, etc. » Mais c'est tout à fait clair qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Obama et Sarkozy, les conversations hors micro entre Obama et Sarkozy montrent qu'ils en ont tous les deux marre de Netanyahou. Et s'ils pouvaient lui botter les fesses, ils le feraient. Mais ils ne peuvent pas, et particulièrement Obama. Et donc... c'est évident que parce que évidemment aux États-Unis, s'il y en a un qui dit quelque chose, il est accusé d'antisémitisme, et même l'opposition à la guerre en Irak ou n'importe quoi, il peut y avoir des ou l'opposition à la guerre en Afghanistan, ça déborde. C'est pas seulement Israël, ça déborde sur toutes sortes d'autres questions. Et dès qu'on s'oppose aux organisations soi-disant représentatives de la communauté juive, on est taxé de tous les noms, dont le sommet, c'est le négationnisme. Et comme on a criminalisé ça, là, évidemment, dès que vous descendez un petit peu, vous êtes quand même proche de l'inacceptable, de l'innommable, etc., etc. Si on met en question la propagande de guerre, particulièrement dans les guerres humanitaires, comme le Kosovo ou la Libye, où là il y a des tonnes de mensonges sur les massacres causés par l'ennemi, si on dit, bah, quand même, où sont les preuves, on veut des preuves, ah, comment vous êtes négationniste? Dès qu'on on met en question les vérités officielles sur... on a aussi des questions sur le 11 septembre. C'est pas que moi personnellement, je ne suis pas particulièrement proche de ce qu'on appelle les conspirationnistes du 11 septembre, mais le fait est que ces gens sont traités de négationnistes aussi, alors qu'ils posent des questions qu'ils ont le droit de poser. Donc,
et qui n'ont rien à voir avec le négationnisme au sens historique du terme, enfin, sur la question de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, c'est ça, c'est qu'il y a des effets collatéraux énormes de cette loi et de l'esprit dans lequel cette loi a été faite. Juste un mot sur une question qui m'intéresse moi et dont vous ne parlerez peut-être pas dimanche à Blois, mais qui m'intéresse beaucoup, c'est lorsque la loi essaye de faire l'histoire, je pense aux lois mémorielles ou à la loi Guesso qui punit le révisionnisme. C'est un des aspects très importants de l'époque récente. Ma position est très claire. Très claire. Le Parlement n'a pas à dire l'histoire. Le Parlement fait l'histoire. Il n'a pas à la dire. Il n'a pas à la fixer. J'ajoute que, là, c'est bien le prendre en compte, la Constitution ne le permet pas. S'agissant de la loi Guesso, qui n'avait pas été soumise en 91 au Conseil constitutionnel, Robert Badinter avait d'ailleurs dit devant la mission d'audition, lors de son audition par la mission sur les questions mémorielles, avait dit j'étais au Conseil constitutionnel au moment de la loi Guesso et je me disais que ça aurait été très intéressant que le Conseil en soit saisi. Eh bien ici, en 2010, la Cour de cassation a estimé que ce n'était pas une question sérieuse et a refusé de transmettre la loi Guesso au Conseil constitutionnel, de telle sorte qu'il n'a pas eu l'occasion de statuer. La loi Guesso remet-elle en cause les fondements de la Constitution française, la Déclaration des droits de l'homme, de l'esprit des Lumières? Bien sûr, bien sûr. Badinter dit que la loi est anticonstitutionnelle, mais le problème, évidemment, il ne manque pas de juristes qui disent que c'est anticonstitutionnel, il ne manque pas d'historiens qui disent qu'ils y sont opposés. Mais alors ce que je trouve un peu curieux, c'est quand des gens sont poursuivis, mis en prison sur la base de cette loi comme Renoir, et qu'il y a une pétition qui est faite pour s'opposer à sa mise en prison, ce qui me paraît logique. Je veux dire, si vous êtes, quand on était, par exemple, à l'époque où il y avait l'avortement était interdit, il y avait des gens qui pratiquaient des avortements, ils étaient poursuivis. Les gens qui étaient contre la loi étaient aussi contre les poursuites des gens qui pourtant faisaient quelque chose d'illégal. Renoir fait quelque chose d'illégal, mais si on est contre la loi, c'est logique de demander sa libération, bien que ce qu'il fasse soit illégal. Et ça me paraît logique de le faire indépendamment de ce qu'on se pense de Renoir, qui est effectivement néo-nazi, catholique intégriste, etc. Il n'est pas poursuivi, parce qu'il peut être, en fait, il pourrait être néo-nazi et catholique intégriste sans être poursuivi s'il n'y ait pas certains faits concernant la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est le paradoxe des paradoxes. Il peut avoir les vues les plus extrémistes qu'il veut, mais il ne peut pas nier certains faits, et alors, s'il les nie, il va en prison. There are many things about the United States which are awful, but when it comes to issues of freedom of speech, there would never even be a question about locking somebody up because he or she denies the Holocaust. I mean, you can't even imagine that in the United States. It's just a crazy law. And there's just a lot of things about France which are really peculiar. Sur Renoir, quand Renoir est mis en prison, moi je ne connais pas beaucoup de gens qui justifient ça. Quand je les ai en face de moi, ils ne me trouvent pas d'argument valide pour lequel un père de 7 enfants doit être mis pendant 9 mois en prison parce qu'il a écrit 16 pages contestant certains faits historiques sur le web. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à justifier ça entre 4 yeux, mais il n'y a personne qui va signer la pétition. À mon avis, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce que Charlie Hebdo et d'autres policiers de la pensée tirent à boulet rouge sur les gens en disant « Ah, vous avez signé, mais avec tel type qui est d'extrême droite, etc. etc. » Moi, j'ai déjà été attaqué personnellement pour ça. J'ai eu des conférences supprimées suite à cela, même dans des départements de physique, parce que j'avais signé cette pétition. On me l'a dit, on ne me l'a pas écrit, mais on me l'a dit. Donc, je vois exactement comment fonctionne le système, comment fonctionnent les pressions, et les gens n'y résistent pas. Mais bien sûr, tout le monde aurait été, pendant la guerre, tiré au métro Barbès sur les Allemands, tout le monde aurait été Jean Moulin, tout le monde aurait été, quand vous les écoutez, ils auraient tous été des résistants. Mais ils ne résistent pas aujourd'hui à des pressions bien moins grandes, parce que ces pressions-là ne sont rien comparées à ce que les Allemands et Vichy pouvaient faire. Évidemment, vous n'êtes pas torturés, vous n'êtes pas déportés, etc. Bon. Donc tout ça est une sinistre farce, et en plus, on justifie la passivité actuelle au nom d'une culpabilité transmissible aux descendants. Alors moi, je ne sais pas, on vit dans une idéologie antiraciste où, de façon raciale, les Français, les Allemands, les catholiques sont coupables ad vitam aeternam et transmissibles aux descendants de crimes qu'ils n'ont pas commis, qui sont commis avant leur naissance et qui n'ont jamais applaudi. Moi, je n'avais pas de portrait d'Hitler dans ma chambre quand j'étais jeune, hein, c'était pas du tout ça.
vois bien que d'ici au mois de juillet, on va encore vous redemander que la France présente des excuses pour ce qui s'est passé à Vichy. Votre position est toujours la même. Ils attendront longtemps, ils n'en auront pas. La France n'a pas d'excuses à donner, ni la République. À aucun moment je ne l'accepterai. Je considère que c'est une demande excessive de gens qui ne sentent pas profondément ce que c'est que d'être français, l'honneur d'être français et l'honneur de l'histoire de France. Et vous recommanderiez à vos successeurs, s'ils sont de droite, d'adopter la même attitude? Ils font ce qu'ils veulent, mais bien sûr. Pas de recommandation à faire. Non, mais parce que la pression va se faire également sur eux. Dans 100 ans, peut-être aussi encore. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'entretien de la haine. Et ce n'est pas la haine qui doit gouverner la France. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour la première fois, un président français, en l'occurrence Jacques Chirac, a admis la responsabilité de l'État français dans la déportation et l'extermination de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Quand un président de la République, en l'occurrence Jacques Chirac, s'excuse de ça en mon nom, moi je suis profondément choqué et blessé de ça. Voilà. Donc, la responsabilité, le concept de responsabilité collective, c'est la porte ouverte au racisme. C'est la même chose. C'est le même volet que le racisme. Le racisme de dire, voilà, tous les juifs sont coupables parce que il existe des banques juives, il existe Goldman Sachs, il existe des Rothschild. Donc, qui fait que, du fait de l'existence de juifs dans le grand capital, du fait de l'existence d'Israël et du sionisme, qui ferait que les juifs sont coupables. C'est la position des négationnistes. Il est évident que, par exemple, le général de Gaulle a voulu effacer Vichy. Mais c'était volontaire. Hein. Il devait être dit que Vichy n'avait pas existé. Or, ce qui s'est passé après le discours du Veldiv et le changement de jurisprudence du Conseil d'État, c'est qu'on a imputé à la République ce que, justement, de Gaulle ne voulait pas que l'on impute à la République en disant « Vichy est nul et non avenu ». Donc voilà, et c'était délibéré, c'était volontaire. Alors, effectivement, dans toute histoire, il y a le crayon pour l'écrire, la gomme pour effacer, légèrement en tout cas, certains aspects. Ce qu'il importe de se souvenir, c'est aussi ce qui va pouvoir contribuer à la formation de projets et une façon de se situer aussi dans le présent et de projeter le futur. Si bien que, si vous prenez la mémoire d'un peuple à différentes époques, on peut faire une sorte d'histoire de sa propre mémoire. D'ailleurs, histoire qui à son tour posera des problèmes. Qui fait cette histoire, etc. Bon, c'est sur ça. Bon. Mais je prends un exemple. Juste après-guerre, quand on a fait le procès du maréchal Pétain, quel était le chef d'accusation? C'était essentiellement la collaboration. Pourquoi? Parce que le problème, c'était la rupture entre les résistants et les collaborateurs. Il s'agit de savoir de quel côté avait été finalement le maréchal Pétain. Bon. Mais ce n'est pas, par exemple, le fait que Pétain ait livré aux Allemands, les Juifs allemands qui étaient sous la protection de l'hospitalité française, qui pour moi est le crime majeur de Pétain. C'est pas ça qui était marqué. Même, il n'y avait même pas une histoire ordonnée, cohérente de cela. Et c'est dans le procès Barbie, il a fallu attendre longtemps pour que l'accent soit mis sur la déportation, sur le génocide. Pourquoi? Parce que c'était de nouveau la question importante. La question importante n'était plus de savoir qui a collaboré et qui est donc dans le crime de collaboration, mais qui a participé au génocide directement ou indirectement. Alors, vous voyez, il y a un déplacement de... Alors, ça pourrait être, on pourrait dire ça avec Nietzsche, n'est-ce pas, de ce qui était intéressant, ce qui était un intérêt pour la vie du présent, et donc la façon de se projeter dans l'avenir. Donc on cultive une mémoire différente. Or, plus on a développé
l'insistance sur la mémoire en sélectionnant des morceaux, plus on a fait disparaître l'ensemble du champ historique. Et on s'est donné, et là il ne peut pas ne pas y avoir d'objectif politique. On a fait ça en se mettant toujours du côté des victimes et en promouvant des victimes et en oubliant les autres, on a naturellement perdu, par exemple, le sens de ce qu'est la Deuxième Guerre mondiale, qui est évidemment une guerre de persécution des Juifs, qui est une guerre qui s'inscrit dans un processus de guerre impérialiste qui, logiquement, du côté allemand, le pangermanisme ayant été ce qu'il était, s'est orienté vers la liquidation prioritaire des Juifs, des Tziganes, des Slaves, etc. Parce que quand vous détruisez les forces vives excédentaires par rapport au taux de profit, par rapport au profit espéré, ben naturellement vous allez, en ce qui concerne les forces productives humaines, d'autant plus orienter les populations vers la disposition au massacre que pendant des décennies vous leur aurez expliqué que les Juifs sont de la vermine, que les Slaves sont de la vermine, et que la vermine, elle ne peut avoir qu'un sort donné, c'est-à-dire la destruction. Et il faut répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'on aurait il serait uniquement interdit de contester la Shoah, par exemple, et pas l'esclavage, etc. C'est bien pour ça que j'étais contre même la loi Guessot. En pensant qu'on mettait le petit doigt dans un engrenage dont on ne sortirait pas et que tous les groupes victimés ou victimaires s'engouffreraient dans cette revendication. Il faut dire qu'il y a un problème dans notre société qui est celui du statut même de la victime. Et il est probable que, si on y réfléchit, qu'il n'y a plus dans notre société de héros positifs, de sages, de grands hommes, de saints, et que c'est la victime qui est devenue, d'une certaine façon, l'objet sanctifié d'une histoire. Au fond, la France s'est longtemps crue à l'avant-garde de l'humanité. On a parlé de l'universalisme français pendant longtemps. Je pense qu'il y a de nouveau un universalisme français, mais dans l'autre sens. Alors que l'universalisme était exaltant de la grandeur française, il est probable que l'universalisme actuel va très loin dans la condamnation morale. Moi, je crois qu'il y a un paradoxe qui est très difficile d'abord à élaborer, mais aussi à intégrer à la compréhension que nous avons de nous-mêmes. C'est le suivant, c'est que je dirais qu'il y a une sorte de forcing de la mémoire par les commémorations, peut-être à cause d'un déficit de mémoire. Et que nous sommes dans une civilisation qui a tendance à oublier, non pas seulement méchamment, je dirais, pour ne pas être en face de ses propres fautes du passé, mais aussi parce que toute l'orientation technologique de notre civilisation est je dirais, structurellement une civilisation de l'oubli. Parce que, tout simplement, un oubli technique, un objet technique n'a pas de mémoire. Quand vous avez une machine à laver, usée, vous la jetez. Bon, on ne garde pas les traces des objets technologiques. Ils se remplacent les uns les autres. Alors, je crois qu'il y a là une structure du substituable et aussi du jetable qui joue absolument contre la mémoire. Et alors, je crois que nous sommes amenés à une sorte de renforcement institutionnel à contre-courant de cette orientation que je dirais oublieuse. Mais oublieuse, je dirais, structurellement d'une société technologique qui est emportée en avant d'elle-même par ses propres projets. Moi, je pense que Nietzsche n'écrirait plus du tout la même chose. Nous ne sommes pas, justement, une civilisation accablée par l'histoire. Nous sommes au contraire une civilisation qui est à marche forcée vers le futur. Moi, je suis absolument opposé à ces espèces de fausses fêtes mémoriales qui ont mené
Et je vais donner un exemple, qui ont mené par exemple à ce qu'on a appelé la mission Matteoli, dont j'ai expliqué dans mon petit ouvrage d'histoire contemporaine sous influence que ça relevait du véritable scandale. Il s'agissait d'une entreprise qui était destinée à empêcher que la France ne subisse le même sort que la Suisse, c'est-à-dire ne se voit mettre au pilori par les États-Unis qui avaient accablé la Suisse en 1995, Suisse abominable, Suisse dirigeante absolument abominable, nul ne le niera. Il y a eu des banques suisses qu'on accusait d'avoir gardé des capitaux d'anciens déportés, etc. Bon. Et bon, les Suisses ont dit, bon, on est prêts à faire ce qu'il faut. Ils ont nommé une commission qui allait étudier les dépôts, enfin les dossiers, etc. Et bien les Suisses ont dit, on est prêts à payer. Bon. Mais les communautés juives se sont dit, oulala, non, il faut payer tout de suite, sinon on boycotte, New York boycotte les banques suisses. Voilà. Donc les banques sont affolées, ont dit, bon, on paye. Ils ont payé quelque chose comme 3 ou 4 milliards de dollars. Bon. Et la commission a fait son travail. Seulement, au bout d'un an, elle a établi qu'il y avait à peu près entre 600 millions et 800 millions à payer. Bon, pour les dépôts, etc. Donc, bien sûr qu'il y a des prolongements financiers de cette histoire. C'est une vache à lait, enfin, je veux dire, c'est par milliards. Au lieu d'expliquer le travail d'un historien, comme le travail d'un sociologue ou n'importe quel scientifique, c'est au fond de dire aux Français, regardez, moi c'est ce que je fais dans ma démarche historique, regardez ce que couvre l'opération. Cette opération est une opération qui rend service à l'État, qui est mandatée par l'État. Au service, il faut bien le dire, des banques françaises, des sociétés d'assurance. Et les historiens sont supposés se prêter à cette affaire. Écoutez, on entre dans le même débat dans la même question qu'on a évoquée tout à l'heure. Que sont les historiens de haut rang aujourd'hui? Est-ce que ce sont des éléments auxiliaires de l'appareil d'État? Finalement, oui. On a bien vu qu'il y a des enjeux économiques. Vous savez bien qu'à un moment donné, la question de l'indemnisation de l'esclavage est posée aussi par certains. Donc, on commence par reconnaissance, etc., et on termine toujours sur du sonnant et du trébuchant à un moment ou à un autre. Bon, alors là aussi, mais évidemment, à partir du moment où vous défendez des intérêts, la logique. Alors, on a des choses très malsaines. J'ai pas aimé, mais ça devait arriver un jour, lorsque le Conseil d'État français a additionné tout ce qu'on avait fait pour indemniser la Shoah en France, et a dit, maintenant ça suffit. Mais donc, cette espèce de liste que fait le rapporteur public, en disant, il y a cette loi, il y a cette loi, il y a cette loi, il y a eu cette indemnisation, il y a eu cette... et du genre, vous poussez un peu loin, maintenant on arrête. C'est très désagréable à lire. Mais faut pas ce que ça entraîne aussi, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on dit mais écoutez ça suffit, on n'en finit plus parce qu'il a fallu indemniser les orphelins, les ceci. Alors évidemment, vous indemnisez les orphelins des déportés juifs, les orphelins des déportés politiques, résistants et nous, bon. Des fausses victimes de nazis qui s'en mettent plein les poches, c'est une escroquerie qui fait grand bruit à New York. Quelques 5500 personnes ont reçu aux États-Unis plus de 42 millions de dollars d'indemnisation payés par l'Allemagne. 17 personnes ont été inculpées à New York, 6 d'entre elles faisaient partie de l'association Claims Conference qui vient en aide aux victimes de la Shoah. Des compensations allant jusqu'à plus de 400 $ par mois pour des personnes ayant soi-disant vécu dans des camps. Certains des bénéficiaires n'étaient même pas nés à l'époque. Et des employés de Claims Conference prenaient un pourcentage au passage. Yeah, I wrote the book now more than a decade ago. So I don't really talk too much about the Holocaust industry nowadays. When I wrote it, it was basically about two phenomena: the exploitation of the Nazi Holocaust
for political reasons, mostly Israel using the Nazi Holocaust to immunize it, to protect it from any criticism. Basically to say after the Jews suffered so terribly during World War II, they shouldn't be held to the same moral and legal standards as other people because of the terrible suffering that they endured, that they should be given special dispensation because of their special suffering. And the other use of the Nazi Holocaust back then was for economic, financial reasons. Namely, there was an attempt to blackmail many European countries, including France, in the name of what were called needy Holocaust victims, in order to get what was called compensation monies. En termes financiers, d'après le Norman Finkelstein, ça porte sur plusieurs milliards de dollars. C'est pas du tout, c'est pas rien. Mais par exemple, prenons l'Allemagne. Voilà. Bon, l'Allemagne vient de vendre un 6e sous-marin à ogive nucléaire à Israël avec 50% de réduction. Les 3 premiers ont été offerts cadeaux. Bon, moi je comprends que l'Allemagne aide Israël, d'ailleurs ils l'ont énormément aidé, ils leur ont donné des dizaines de milliards. Mais les aider à développer une industrie nucléaire, je ne pense pas que l'Allemagne était... D'ailleurs, il y a eu beaucoup de problèmes avec l'Allemagne pour ce 6e sous-marin, parce que vraiment les Allemands, ils commencent à en avoir ras-le-bol. Mais c'est tellement... les Israéliens doivent leur dire, écoutez, l'Holocauste, quand même, hein. Et donc, voilà, il faut qu'ils donnent leur sous-marin. Donc, il y a bien sûr, comment dire, des prolongements financiers. Voilà, je viens de citer un exemple avec l'Allemagne. Et leur sous-marin, ça porte quand même sur des sommes énormes. Je pense qu'un sous-marin, ils leur font, le dernier, 50%, ça veut dire que c'est un cadeau de 135 millions d'euros. Donc c'est pas rien. Et bon, aux États-Unis, à part les 3 milliards qu'ils reçoivent comme aide, ils recueillent énormément d'argent. It's actually an interesting fact that in the countries where the Holocaust is most exploited by the Holocaust industry, those are also the countries which are most hostile to Israel. So if you look at in Europe, I was very surprised to see that criticism of Israel is probably highest in Germany and France among the population. The 2 places where the Nazi Holocaust has been most exploited by Israel's defenders. It turns out it seems to have backfired. Ans après la loi Guesso, quelles conséquences notoires, quels effets notoires peut-on constater? Je crois que Pierre Nora a eu raison de dire que cette loi a été bien sûr la mère de toutes les autres, car à partir du moment où vous avez une communauté qui est protégée par l'interdiction de dire quelque chose à son sujet, eh bien entendu, d'autres communautés arrivent par derrière et disent « et pourquoi pas moi ?» Et donc on a bien vu, et c'est ce que dit bien Pierre Nora, c'est-à-dire que beaucoup de juristes ont dit « ah mais la loi Guesso c'est particulier parce qu'elle est rédigée effectivement de manière plus juridique que les autres, en ce sens qu'elle fait référence à la négation de crimes qui ont été constatés par un tribunal. Donc il y a un élément plus... disons que l'infraction est plus déterminée, plus définie que dans les autres. Il n'en demeure pas moins que c'est bien la mère de tous les autres et que chaque communauté qui ensuite a dans son histoire un martyr quelconque veut aussi bénéficier des mêmes dispositions. Et on vient de voir encore récemment que dès le lendemain de la victoire de la gauche au Sénat, dès le lendemain,
François Hollande a tout de suite dit, eh bien voilà, puisque la gauche maintenant va être majoritaire au Sénat, eh bien le Sénat va voter la fameuse loi sur la négation la criminalisation de la négation du génocide arménien que le Sénat bloquait depuis un certain nombre d'années. Et donc immédiatement, on voit bien, alors on est en période électorale, hein, donc il s'agit de satisfaire une communauté. Alors il est évident en plus que cette loi, qui était écartée, je vous le rappelle, par le Sénat l'année dernière, revient parce que vous avez une majorité de gauche au Sénat et que pour couper l'herbe sous le pied de cette gauche, Sarkozy a pris l'initiative de cette loi afin de s'assurer les 500 000 voix arméniennes dans les prochaines élections électorales. 24 heures après le vote par l'Assemblée de la proposition de loi sur les génocides, les relations entre les deux pays ne cessent de s'envenimer. En première ligne, le chef du gouvernement turc, Recep Tayyip Erdogan, a entre autres accusé la France de génocide en Algérie. À partir de 1945, la France a massacré 15% de la population algérienne selon les estimations. Ça, c'est un génocide. On brûlait les Algériens dans des fours. Ils étaient des martyrs. La petite leçon d'histoire de Recep Tayyip Erdogan est une véritable provocation pour le président français. Ankara a également gelé toutes ses coopérations diplomatiques, militaires et économiques. Même dans les rangs de l'UMP, la loi ne fait pas l'unanimité. En coulisses, Alain Juppé l'aurait même qualifié de connerie sans nom. Est-ce que vous confirmez ? Là encore, je ne veux pas verser de l'huile sur le feu. Chacun connaît ma position. Je pense que cette initiative n'était pas opportune. Mais bon, le Parlement a voté, il a pris sa décision. Alors que la crise diplomatique s'installe entre la Turquie et la France, une mini-crise couve aussi au sein de la majorité présidentielle. Bon, la loi sur les Arméniens, on voit ça très bien. C'est-à-dire qu'en fonction de la Turquie, en fonction des rapports qu'on a avec la Turquie. D'ailleurs, c'est amusant, en Israël, qui était l'allié de la Turquie, une fois qu'ils ont eu des problèmes, qu'ils étaient pratiquement sur le point de se faire la guerre, le Parlement israélien s'est intéressé à publier une espèce de loi défendant le génocide arménien. Voilà. Donc, en fait, ce sont le gouvernement. C'est ça le problème avec de telles lois. C'est là où on voit que, en fait, c'est en fonction de l'opportunité du moment politique. L'aspect le plus grave, probablement au-delà de l'Arménie, ce sont les possibilités que cette loi va ouvrir de réouvrir tous les mises en cause de l'histoire nationale elle-même. Et donc on ne sait plus où on va. Il est clair et normal qu'on ne fait que braquer le gouvernement turc, et c'est même probablement la volonté présidentielle qui est d'écarter toute hypothèse de candidature contre laquelle il est de la Turquie à l'Europe. Alors si on se lance dans la pénalisation et la criminalisation de toute négation des génocides, etc., alors allons-y sur l'Amérique pour les Indiens, allons-y sur les Chinois pour les Tibétains, et c'est sur le monde entier. Finalement, la mémoire collective est reléguée et ne compte plus que les mémoires partielles. Et alors, c'est la commémoration de ceci, la commémoration de cela, mais chacun sa commémoration. Et en conséquence de quoi, effectivement, le corps national entre en déconstruction. C'est normal, si vous voulez. Ce n'est pas une mémoire partagée par tous, c'est une concurrence mémorielle de mémoire partielle. Par définition, il n'y a pas besoin d'être agrégé de droit pour comprendre que le ciment national devient poussière. Hein. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Il est évident que le communautarisme qui est derrière tout ça aussi, hein, à partir du moment où vous parcellisez la nation, eh bien celle-ci disparaît dans un agrégat de communautés ayant chacun leur mémoire, chacun leur fête, chacun leur chose. Alors c'est un choix, hein, c'est un choix que font certains pays qui ont institutionnalisé le système communautariste. À nous de savoir ce qu'on veut, mais c'est la négation du modèle républicain français tel qu'il était, avec ses mensonges, mais il en faut. Dans une famille, est-ce qu'on dit tout ? Pour eux, quel est l'ennemi principal de l'impérialisme anglo-saxon ?
L'ennemi principal, c'est la France et l'idéologie française. Il faut bien comprendre ça. Hein? Nous sommes, nous Français, de par notre histoire et notre idéologie, la négation de ce que peut être l'idéologie anglo-saxonne. Alors pourquoi nous sommes la négation? Parce que nous avons inventé le droit, la légalité, la République, la souveraineté des nations et l'appartenance nationale formelle. L'idée que le lien social serait purement contractuel, c'est-à-dire d'individus distincts, séparés, déjà tout constitués, bardés de droits, et puis s'adressant à un autre individu et disant, eh bien, nous allons conclure un pacte ensemble. Alors, c'est la grande tradition du contrat social, qui est vénérable, depuis Rousseau, sa version Montesquieu, mais l'appartenance à une nation, à un corps social, n'est pas fondamentalement contractuelle. Parce que dans un contrat, on peut dire qu'on choisit les autres contractants. Mais nous ne sommes pas choisis mutuellement. Nous trouvons être nés ensemble. Alors, Hannah Arendt avait tourné autour de cette idée du vivre ensemble. Et donc, il y a une sorte de cohésion du vivre ensemble qui est un peu l'équivalent de cette suite que la vie individuelle fait avec elle-même. Il y a quelque chose que je trouve dangereux, c'est l'assignation de l'individu à son histoire, à son historicité. Ça, c'est une démarche contre-révolutionnaire qui porte un nom réactionnaire. C'est la démarche qui consiste à nier ce que les philosophes des Lumières avaient apporté, ce que la Révolution a apporté, c'est-à-dire nous sommes tous des égaux devant la loi, des gens libres, et nous lâchons nos appartenances. Et je suis très inquiète de voir de plus en plus le mot appartenance figurer dans les textes de loi, et alors on fabrique même un ressenti d'appartenance. Ça devient très très étonnant. Hein. Et alors, comme je suis d'origine bretonne, je peux vous dire qu'en Bretagne aussi, je suis considérée, même pour avoir tenu des propos pas franchement bretonnants, considérée comme une traître à mes racines. Bon, donc voilà, on est en train de réenraciner les gens, et je trouve que descendants d'esclaves, c'est absurde, et vous connaissez comme moi les sociétés d'outre-mer, vous savez bien que là-bas, chacun y est, a des chances d'y être à la fois descendant d'esclaves et de propriétaires d'esclaves. Alors pourquoi n'attacher de l'importance qu'à une partie de la lignée, du lignage, pour parler comme au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on parlait de lignage. Donc il y a quelque chose de malsain. Jusqu'à quand, par ailleurs, sera-t-on descendant d'esclaves? Parce qu'il faut bien que ça s'arrête à un moment donné. Les déportés, c'était une catégorie en voie d'extinction naturelle, si je puis dire, puisque après un certain âge, il y aura plus d'anciens déportés. Mais les descendants d'esclaves, alors, on en est déjà à la 6e ou 7e génération, ça ira jusqu'où? Alors, le mimétisme mémoriel est frappant, parce que de même qu'il y a les fils et filles de déportés juifs, c'est constitué une association de fils et filles de déportés africains, dans laquelle entrent des Africains directement immigrés en France, qui ne peuvent donc pas être d'anciens déportés africains, et qui parfois, non seulement ne sont pas des victimes de la traite négrière, mais peuvent descendre d'anciens esclavagistes africains, puisqu'il y avait un esclavage africain. Donc ça, ce sont des notions donc assez dangereuses lorsque on arrive à l'inconstitutionnalité de certaines dispositions. Or, le moins qu'on puisse dire est que le législateur français contemporain ne se conduit plus tout à fait selon ces grands principes qu'il renie assez quotidiennement.
Beaucoup de parlementaires sont devenus des représentants peut-être moins de la nation que de lobbies en tout genre, tirant la couverture publique vers leurs intérêts catégoriels. Personne n'apprécie les individus narcissiques et égocentriques qui ne parlent que d'eux, qui conjuguent la vie à la première personne du singulier, qui saoulent leur entourage avec la contemplation de leur nombril. Et il en va de même des groupes qui veulent conjuguer la vie collective à la première personne du pluriel, bomber le torse, exhiber leur fierté identitaire, exiger reconnaissance, repentance et réparation en déchargeant souvent une certaine agressivité et des arguments de mauvaise foi. Je dis toujours que le culturalisme est à l'esprit ce que le culturisme est au corps, une gonflette narcissique fortement antipathique. Je suis invité sur un plateau de télévision, on me dit pour faire ce que les journalistes appellent un round-up, c'est-à-dire un résumé de l'Empire. Très bien, j'arrive, innocent, sûr de moi comme d'habitude, enfin, et je m'assieds et on me passe un petit film de 4-5 minutes qui était consacré au rétablissement de l'esclavage par Napoléon en 1802. Fait authentique. Et on m'interroge et j'ai la maladresse ou l'erreur ou la bêtise de répondre c'est une faute, c'est un crime, une tâche sur l'Empire, sur la personnalité de Napoléon. Et peut-être d'ailleurs, j'ajoute, est-ce que dans mon livre je ne lui ai pas donné assez de place? Vous avez raison, il faut peut-être lui donner plus de place. Est-ce que pour autant, j'ajoute sous forme interrogative, est-ce que pour autant Napoléon avait-il conscience de commettre un crime contre l'humanité? Je ne sais pas. Qu'avais-je dit là, puisqu'une loi avait été votée décidant que l'esclavage était un crime contre l'humanité et qu'en conséquence, le nier était passible des tribunaux. J'ai été en effet traîné dans les tribunaux. Finalement, les puissances d'argent se doivent de briser ce système français. Donc pour le briser, il faut remettre en avant le concept archaïque de nation basé sur une pseudo-communauté de quelque chose. L'appartenance non explicite et non formelle à un groupe donné est entièrement soumis à l'appréciation tout à fait arbitraire de ceux qui tiennent ce groupe donné. Hein? Voilà. Alors, il y en a qui vont dire, bah, t'appartiens à la nation juive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, mais c'est pas trop, oui, mais t'as une mère juive, mais non, mais au peuple juif, mais jusqu'où il faut aller? Hein? Est-ce qu'il faut aller mettre jusqu'au lacet et puis le truc sur la tête et le machin? Il y a toujours une surenchère dans l'appartenance. Hein? Toujours une surenchère. Il y a toujours des gens qui sont un noyau de l'appartenance, puis ceux qui sont à la périphérie, mais qui sont soumis. L'appartenance, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'identité, hein, c'est les identitaires qui s'opposent à la citoyenneté. Ces identitaires n'ont jamais de limite. Hein, il y a des identitaires en France, pinard saucisson, hein, qui vont aller bouffer du saucisson et boire du pinard à la goutte d'or quand les musulmans font leur prière. Eux, c'est des identitaires pinard saucisson. D'où l'intérêt, il n'y a jamais de limite, quoi. C'est une lutte permanente, quoi, le communautarisme. Hein. Il ne peut jamais y avoir de fin. On peut réduire les territoires, les atomiser, et puis balkaniser à l'extrême les territoires pour définir des identités bretonnes, auvergnates, occitanes, provençales, savoyardes, catalane, alsacienne, etc., etc. Quoi. Il y a plus de limite, aucune à tout ça, quoi. Il y a un certain communautarisme que j'appellerais moi un communautarisme de résistance. C'est une conviction personnelle que ce communautarisme, que ce soit sur le plan interne ici
ou étrangers, par exemple en Afrique du Nord, ou dans les pays arabes, etc., ou en Allemagne, ou dans d'autres pays, c'est une réaction au refus des pays, ou des pouvoirs établis, de les considérer, de considérer ces communautés étrangères de manière normale, de leur donner leur chance, leurs droits. Et c'est vrai que c'est une puissance terrible devant les méfaits d'Israël, par exemple, tous les jours, détruire des maisons, etc. Et en même temps, ces grandes démocraties, qu'on appelle démocratie, ou la communauté internationale, etc., qui veulent imposer leur mode de pensée, soi-disant démocratique, etc. Mais c'est proprement insoutenable. Et moi, ça me fait rigoler, ça me rire un peu jaune, mais enfin bon, disons. En Égypte, ils disent 65% d'islamisme. Mais c'est tout à fait normal. Mais ce pays a été, je veux dire, depuis 200 ans, il est humilié par l'Occident. En plus, on lui a mis Israël, qui a détruit tout. Nasser n'était pas islamiste. Nasser voulait l'indépendance du pays. Il voulait nationaliser le canal de Suez. On lui a envoyé l'expédition militaire tripartite, l'Angleterre, la France et Israël, pour le punir d'avoir osé nationaliser le canal de Suez. Vous imaginez l'humiliation d'un peuple grand comme l'Égypte. Et tout ça, et l'Irak, ça a été l'embargo contre l'Irak. Je pense qu'il y a eu tellement de choses qui passaient comme ça chez les peuples ou dans les communautés ici, et qui ne peuvent que favoriser cette espèce de retour, enfin, ou je ne sais pas, ou en tout cas d'identification qui permettent de résister. C'est pour ça que moi je l'appelle le communautarisme de résistance, c'est-à-dire résister à cet envahissement culturel, médiatique, qui est insoutenable. They were trying to find out the answer to George Bush's plaintive question, why do they hate us when we're so good? Where people just don't enjoy being ground to dust under somebody's boot. They don't like it. It leads to hatred. You can avoid, you can indulge in the fantasies if you like, but that's a choice. You certainly don't have to. On importe le conflit du Moyen-Orient, mais de façon très vicieuse, en le faisant ressortir un conflit culturel, si on veut, à propos de la mémoire. Ce qui fait évidemment qu'il y a ce que j'appelle parfois un peu méchamment le sionisme du pauvre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui alors disent, voilà, oui mais quid de la traite des esclaves, quid de la colonisation en Algérie, quid de la guerre d'Algérie, ils veulent alors qu'on sacralise d'autres mémoires. Alors on va passer son temps à passer du passé, il y a l'euro qui s'effondre, nos économies qui sont en perte de vitesse, on va le chapeau en main mendier auprès de la Chine pour qu'elle vienne sauver nos économies, non, mais on ne se rend pas compte du changement historique que ça représente, le fait qu'on aille demander à la Chine de nous aider. En 1910, par là, enfin aux environs de 1910, Lénine a écrit un article qui s'appelle l'Asie avancée, l'Europe arriérée, quelque chose comme ça, qui fustigeait les termes d'un emprunt que les Européens avaient imposé à la Chine, qui à l'époque était en plein déclin, et un siècle plus tard, c'est nous qui allons demander à la Chine pour demander de nous aider. Ce changement historique est absolument extraordinaire. Quelle est la réflexion qu'on fait par rapport à ça? Je veux dire, toutes ces histoires de culte de la mémoire sont des trucs religieux qui sont complètement hors propos, qui sont totalement anti-lumière, anti-républicains, anti tout ce que vous voulez, et qui sont une distraction par rapport au véritable problème qui est actuellement. Toutes les guerres générales, je ne sais pas si la guerre générale aura lieu, mais enfin, on est dans des circonstances qui font penser qu'elle est probable si rien ne vient s'y opposer. Toutes les guerres générales venant en couronnement de crise du système capitaliste ont été précédées par ce qu'on appelle aujourd'hui le communautarisme, c'est-à-dire, pourquoi le communautarisme? Parce que il se trouve qu'on est un pays dans lequel l'immigration est considérable depuis les années 1880, parce que les classes dirigeantes ont eu besoin de main-d'œuvre étrangère pour peser sur les salaires. Bon. Et dans des pays où vous avez une immigration massive, vous avez une facilitation très grande, évidemment, de la capacité à adresser des victimes réelles et potentielles les unes contre les autres.
Donc voilà, aujourd'hui, on est dans une situation qui rappelle étrangement l'avant-guerre de 14, qui rappelle étrangement l'avant-guerre de 1939. Et peut-être qu'il y a un certain oubli heureux pour sortir, je dirais, de la hantise que renouvelle la commémoration. Mais ça, il faudrait... Peut-être n'en sommes-nous pas là, par exemple, à l'égard des événements très traumatisants de notre siècle, que nous n'avons pas encore atteint. Nous sommes encore entre la répétition et le travail de deuil. Je crois que c'est ça notre situation culturelle. Mais que nous pouvons arriver à quelque chose comme l'état dans lequel nous sommes par rapport à la Révolution française, où nous ne sommes plus dans le débat entre les monarchistes et les républicains, on n'est plus à couper la tête au roi, etc. Et alors, il y a, en ce sens-là, une sorte d'oubli pacifiant. Mais c'est un oubli, je dirais, d'après la mémoire. Est-ce que le fait de cultiver des mémoires des victimes, est-ce qu'on est passé aujourd'hui à une politique qui est devenue la politique de la culpabilité? Oui, bien sûr. Et est-ce que les implications de cette politique ne sont pas la fin de tout projet collectif? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'évidemment, cette gauche qui a abandonné tout dépassement du capitalisme a créé une situation, effectivement, où alors on est dans le jugement sur le passé. Alors on est là, on a l'impression qu'on est à la fin de l'histoire, alors qu'on n'est pas à la fin de l'histoire. On est à la fin de l'histoire, tous les problèmes sont résolus, on se retourne, et alors on retourne le passé. Alors Hitler et Staline, évidemment, c'est des mauvais. Que fait-on Léopold II, la colonisation de l'Algérie? Ben ça, il y a des débats là-dessus, très intéressants. Et on vit comme ça dans le jugement sur le passé. On est arrivé à la fin de l'histoire, il y a une espèce d'histoire hegelienne, comme ça on est à la fin de l'histoire, et on se retourne et on n'a plus rien à faire, puisqu'on est dans la société idéale, on n'a rien d'autre à faire que de juger le passé, de juger comment on est arrivé là. C'est comme ça un peu le genre de fantasme dans lequel on se trouve. Et alors évidemment, il faut combattre, mais comme il n'y a pas de combat réel, on combat les gens qui pensent mal, qui ne sont pas d'accord avec le consensus sur le jugement qu'on porte sur l'histoire. Et alors, la riposte est politique. C'est-à-dire, nous sommes un animal politique, c'est-à-dire justement qui va chercher à fonder un autre lien que le lien utilitaire d'exploitation de la nature et d'exploitation des autres hommes. Et alors, nous retombons sur la problématique de tout à l'heure, à savoir justement d'un lien qui a une mémoire, et dont la mémoire est constitutive de son propre projet. Et alors, avec un usage tempéré de la tradition et des traditions, mettons bien les traditions au pluriel, pour ne pas tomber dans la tradition avec un grand T, mais les traditions, à les revivifier et à les, on peut dire, réorienter vers des projets. La résolution de la crise, par quelque moyen que ce soit, nous fera passer à une autre étape, mais jusque-là, la vie va être très dure et sans doute encore plus dure pour la pensée critique. Finalement, servir le réel passé, c'est développer une poésie digne de la poésie de l'irréel. C'est la poésie du réel. Alors, est-ce que l'histoire est capable en quelque sorte de réabsorber le prestige de la poésie? C'est ça le problème.